Kevin, bonjour. Bonjour à tous. Kevin, tu es cofondateur de Shake Up Factory. Shake Up Factory, donc, qui met en relation des startups innovantes, notamment de la food tech avec les grands groupes agroalimentaires, cabinets d'innovation. Et puis, l'innovation, ça te connaît également par ton parcours précédent, mais je crois que tu en parles dans les premières slides. Donc, je vais te laisser te présenter à ce niveau. Donc, tu vas nous parler de l'agro et l'agri et des évolutions et des mutations qui sont nécessaires au regard de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, très humblement, parce que je ne suis pas du tout du milieu agricole. C'est un milieu que je découvre depuis maintenant 3 à 4 ans en ayant la chance d'accompagner entre autres une des principales coopératives françaises dans ce domaine. Comme le disait Julien, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je ne viens pas non plus de l'agroalimentaire. J'ai juste travaillé dans la cuisine pendant 20 ans. J'ai travaillé chez Seb, dans l'électroménager. Et donc j'ai pu commencer par les comportements alimentaires et j'ai eu la chance de pouvoir travailler à développer des appareils pour toutes les cultures du monde, c'est-à-dire la Corée, la Russie, le Japon, les États-Unis, pays dans lequel Seb a eu les plus grosses difficultés parce que les Américains ne comprenaient pas les produits français. Et j'ai découvert qu'il y avait donc des rapports culturels à l'alimentation qui nous différencient énormément. Et qui font qu'on est là aujourd'hui et qu'on est encore là aujourd'hui, je dirais. Et puis j'ai eu la chance chez Seb de pouvoir en 2010 monter un lab de prospective. Seb avait des usines en France et à l'époque, dans ces usines en France, on essayait de fabriquer des machines à café dont le prix de revient hors taxe correspondait au prix de vente TTC des mêmes machines fabriquées par les Chinois et importées par nos distributeurs qui étaient à la fois nos principaux clients et nos principaux concurrents. Et donc Seb a eu à imaginer comment faire pour survivre, entre guillemets, ou se réinventer. Et on a mené une réflexion en interne dans cette société qui nous a amené en fait à créer ce lab qui a eu pour mission en fait de se saisir de tous les sujets technologiques qui dépassaient la capacité propre de Seb. En 2010, c'est l'arrivée de l'iPhone, l'arrivée de l'iPad. Et là, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, il y a un industriel de ce qu'on appelait le hardware à l'époque, comme on l'était, qui s'appelle Apple, et qui est en train de nous montrer qu'il y a une nouvelle voie, qui est la combinaison du hardware et du software, qui va permettre d'amener à des solutions. Et donc nous, si jamais on ne s'inspire pas de ça, on risque de mourir. Et donc on s'est mis en mode start-up et on a créé ce lab de prospective digitale qui a permis en 3 ans d'inventer les premiers appareils de cuisine connectés au monde qu'on a lancés. Vous avez vu Cookéo qui est là, on a créé Compagnon et d'autres. Et on a été des pionniers dans ce domaine alors que quand on a démarré en 2010, aucun appareil de Seb n'avait un écran. On ne savait pas ce que c'était. Donc on a appris. Et on a appris à marche forcée en mode start-up et on a appris en faisant avec ceux qui savaient faire. Et de ça, donc ça a été ma première rencontre avec l'innovation. Et puis ma deuxième rencontre avec l'innovation a été qu'on s'est aidé de notre écosystème local. Et j'ai entendu beaucoup de local aujourd'hui, donc je trouve ça génial parce que nous, le local de chez Seb, c'était la Bourgogne. Et on s'est aidé d'un autre pôle de compétitivité qui s'appelait Vitagora. Et avec Vitagora, on a monté les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la food tech en France. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller organiser le premier concours de start-up au monde à San Francisco en 2015. Et là, j'ai rencontré Pat Brown, le fondateur d'Impossible Food. Ils étaient 3. Et quand on a rencontré ce gars-là, on comprend que l'alimentation va être radicalement transformée. Et donc, ça m'a donné envie de quitter Seb pour aller créer une activité qui est en fait un écosystème d'innovation qui rassemble aujourd'hui près de 200 start-up industrielles, coopératives, investisseurs du monde entier. Et nous créons des synergies entre tous ces gens-là. Donc je ne connais rien à l'alimentaire, je ne suis pas du tout quelqu'un de R&D, je ne connais pas grand-chose à l'agriculture, mais par contre j'ai la chance de vivre aux côtés de tous les gens qui sont un peu en avance de phase sur ces sujets-là. Et c'est en fait de cela que je veux vous parler, parce que l'enjeu, il est de que sera l'alimentation de demain. J'ai entendu cette question à plusieurs reprises. Je pense pouvoir dire qu'on peut l'imaginer. Et c'est un peu l'enjeu, puisque certains l'imaginent déjà. Et un peu comme Bruno Hérault disait, on voit déjà un certain nombre de signes et de rationnels dans ce qu'il se mange aujourd'hui qui nous permet de prédire ce que sera
ce qu'on mangera demain. De la même manière, on est capable, en regardant ces technologies et leur maturation et les grandes tendances, on est capable de dire ce que va être l'agroalimentaire dans 10 à 20 ans. Et mon enjeu est de vous montrer que ça va être absolument passionnant. Donc je vous invite à partir dans cette histoire. Et pour commencer, je voudrais commencer par un élément qui est important et qui brosse tout de suite le tableau. En fait, pour faire le parallèle avec ce que j'ai entendu de Tribala, je trouvais ça génial parce que, en fait, mes parents à moi, ils sont nés après-guerre. Et après-guerre, l'enjeu, c'était de se nourrir. Et donc, on a fait du calcium et du fer. On a fait des laiteries, on a fait de la viande, etc. Et c'était absolument indispensable. C'était un combat national. On a fait la politique agricole commune pour ça. Donc, je veux dire, on a créé depuis 50 ans un modèle alimentaire qui était fait pour nourrir le monde et qui s'est perfectionné de manière absolument exceptionnelle avec des innovations, avec des perfectionnements exceptionnels. Sauf que quand on regarde bien, avant d'avoir la table ronde qu'on a eue juste avant, la manière dont on fait de l'agriculture, dont on transforme l'alimentaire, dont on l'emballe et dont on le vend, avait quasiment pas changé depuis 50 ans. Quelles sont les innovations technologiques de rupture de l'agroalimentaire des 50 dernières années? Elles se comptent sur les doigts de la main. Et par contre, on a travaillé à optimiser en permanence. Et entre autres, optimiser sur les process, les coûts, etc. Et parce qu'en plus de ça, on a des problèmes de trouver des gens pour nourrir et pour faire. Et donc ça, c'est fini. Et ce dessin montre que pendant les 50 dernières années, Danone n'a fait que faire évoluer son yaourt, quand pendant ce temps-là, d'autres sont arrivés et ont vraiment fait l'innovation pour le yaourt. Et l'innovation dans l'agroalimentaire, c'est toujours passé en fait à l'extérieur. Un peu comme Tribala qui a innové avec les gens du bio il y a 50 ans. Et ce n'est pas un Danone il y a 50 ans qui pouvait prendre ce risque-là parce que ce n'était pas mainstream. C'était trop risqué. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça va changer rapidement. Je vais vous dire comment ça va changer et ensuite qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc pourquoi ça va changer? Il y a 3 éléments très clairs à retenir. Le premier, on en a déjà parlé, mais je vais y revenir quand même, c'est les consommateurs et ce changement de génération. Les plus jeunes ne sont plus du tout de la génération d'avant. La deuxième chose, c'est les technologies. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les enjeux sociétaux, etc. Et ils sont devenus, on l'a entendu toute la journée, absolument prépondérants et majeurs, ce qui est là aussi très nouveau pour l'agroalimentaire. Alors, les consommateurs, je dirais que le grand changement et qui fait qu'on se retrouve à parler de ça aujourd'hui, il y a 5 ans, quand j'ai démarré cette activité, j'allais voir des gens de l'agroalimentaire, ils me regardaient avec des yeux ronds en me disant « mais Pat Brown, ça veut dire quoi? Impossible food ?» Bon, voilà. Puis vos histoires d'environnement, on n'en a rien à foutre, ce n'est pas le sujet. Je dirais que la grosse bascule pour moi, on s'en souviendra, c'est 2019. Pour moi, 2019, c'est l'année Yucca Greta. Et en France, ça parle, mais que Greta, cette jeune fille de 16 ans, ait réussi en fait à convaincre le monde entier que l'enjeu environnemental était prioritaire, alors que ça fait 50 ans qu'il y a des plus grands scientifiques du monde qui nous alertent, ça change tout. De la même manière que Yucca, une start-up venue de nulle part, qui n'avait pas un rond, se mette en fait à avoir un tel impact sur l'agroalimentaire français, c'est phénoménal. Et donc on voit bien les racines du changement. Les racines aujourd'hui de l'innovation, le changement, il vient du terrain, il vient du bas, il vient des jeunes. Et il vient des nouvelles technos. Et Yucca et Greta sont en train de réinventer complètement l'agroalimentaire. Et des Yucca, il y en a d'autres dans d'autres pays. Et donc, ce qui va faire que le changement se fera et est définitif, c'est d'abord et avant tout le changement de génération. N'oublions pas que les plus jeunes ne sont pas nés avec des besoins de calcium et de fer, mais que les plus jeunes, ils sont nés avec « quelle planète allez-vous nous laisser ?» Et c'est vraiment viscéral. La photo qui est là, je veux dire, que des jeunes de moins de 15 ans soient capables de descendre dans la rue en disant « il n'y a pas de planète B », moi, je ne l'ai pas fait et mes parents non plus. Et ce changement, ça va radicalement, totalement transformer, et ça commence à transformer radicalement tout l'agroalimentaire. Et d'autant plus que ces jeunes générations, elles ont une différence par rapport aux générations précédentes, c'est qu'elles ont de l'argent, et c'est elles qui, aujourd'hui, même font les achats dans certains cas, ou drivent ce qu'il y aura dans le panier. Et elles influencent, avec les moyens digitaux, elles influencent les plus anciens. Moi, je me suis mis à manger des simili-viandes à mon âge. Je n'aurais pas imaginé, même ne serait-ce qu'il y a 2 ans, et j'ai trouvé ça très bon. Ce qui amène que
la consommation de viande, et je ne vais pas revenir dessus, mais la consommation de viande va se réduire naturellement dans les pays développés. Et il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord, il faut juste le prendre comme une donnée. C'est comme ça. L'autre élément, c'est qu'il y a des enjeux sociétaux majeurs. Dans le même temps, l'alimentation qu'on a produite et qu'on a perfectionnée a plutôt eu aussi des effets négatifs sur la santé. Et puis en plus de ça, les gens vont vieillir. Et plus ils vont vieillir, plus ils vont avoir des enjeux de santé. Et plus l'alimentation va être nécessaire pour résoudre ces problèmes. Je rajoute à ça le sujet majeur qui est encore très peu documenté, qui commence à l'être tout juste, de ce que quel sera l'impact environnemental. Ça veut dire quoi même pour des pays comme la France? Et je voudrais insister dessus tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, l'importance qu'a l'agroalimentaire dans les enjeux, dans la pression environnementale. Et les derniers calculs des Nations Unies et de la FAO montrent que c'est même un tiers et non pas un quart comme on le pensait jusqu'à maintenant. Et c'est devenu, ces enjeux sociétaux, c'est devenu même pas c'est plus des enjeux, c'est des impératifs. Donc il n'y a plus de discussion. La Commission européenne a été la première sur le sujet. Biden l'a suivi dès qu'il est arrivé. C'est un des premiers actes qu'il a eu après avoir remplacé Trump. Il n'y a plus de discussion. L'environnement va devenir le premier critère même d'investissement et de support à l'innovation de l'Europe. 60% des budgets de la PAC sont liés à des sujets liés à l'environnement. Point. Dernier sujet, c'est que ce ne sont plus seulement les continents les continents sont aussi suivis par des Bill Gates ou des Jeff Bezos qui ont, en une semaine à la COP26, dispensé chacun entre 10 et 20 milliards de plus que ce qu'ils avaient déjà dépensé avant pour soutenir l'innovation dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui même pledge ou même financent ou cofinancent des projets dans la Commission européenne. Ce sont ces mêmes personnes, Bill Gates, qui ont permis d'éradiquer la malaria, etc. Donc ce sont des philanthropes. Ce sont aussi, chez Bill Gates, le premier propriétaire terrien américain aujourd'hui. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ces gens-là sont vraiment animés d'une intention profonde d'accélérer ou de permettre par leur argent et leurs moyens d'accélérer, et par leur connaissance de l'innovation, d'accélérer la transition. Ça amène que certains pays prennent déjà l'avance. La Hollande a toujours été un peu en pointe et il faut regarder ce qui se passe en Hollande. Ça, c'est une déclaration et un plan conjoint du ministère de l'Environnement et des Finances allemand, du ministre de l'Agriculture et de l'Environnement hollandais, qui sont en train de finaliser un plan de réduction volontaire de la production animale en Hollande, en anticipation de ce qui va être nécessaire de devoir faire pour pouvoir complaire aux différentes réglementations à venir. Et donc, ils prennent les devants avec les moyens qui vont bien et des dizaines de start-up et de programmes de R&D sur le sujet. Et les derniers à prendre le chemin, et ça c'est le dernier sujet, c'est tout l'agroalimentaire qui s'y met. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau grand de l'agroalimentaire s'engage à la neutralité carbone, ce qui ne veut rien dire, mais ce qui veut quand même dire une chose, c'est qu'à partir du moment où ils se sont engagés là-dessus, tout le monde va les suivre. Et tout le monde va les suivre, va les regarder. Et donc, ça va devenir, comme pour les gouvernements et les institutions, ça va devenir le premier levier, voire un des premiers sujets que demain l'agroalimentaire va demander à l'agriculture. Le dernier point de cette transition, etc., et qui fait que tout va être totalement chamboulé, c'est la transition technologique. Nous sommes en train de vivre la principale révolution technologique du dernier siècle. Il y a un siècle à Paris, c'était l'électricité, le gaz, etc. Là, cette révolution d'aujourd'hui, elle est encore plus énorme dans sa complexité. Vous avez tous les sujets qui sont là au tableau. Ce que je veux mentionner aussi, c'est que la grosse différence avec les révolutions précédentes, les révolutions technologiques qu'on a vécues avant, c'est que c'est la combinaison aussi de ces technologies qui fait le changement. Pour vous donner un exemple, Uber Eats, est-ce qu'il a des voitures? Est-ce qu'il sait faire de la cuisine? Et pourtant, c'est la première marque globale d'alimentaire qui se soit créée. Uber Eats est connu dans le monde entier. Nestlé n'est pas connu dans le monde entier. Même Unilever n'est pas connu dans le monde entier. Uber Eats, la première marque d'alimentaire globale, alors qu'ils n'ont jamais fait un gramme de cuisine. Mais ils savent associer la data science,
Le GPS, c'est leur premier sujet, le GPS. Ils ont été les premiers, c'est les technologues, les gars. Hein. Ils ont été les premiers à savoir positionner un GPS au mètre près à la seconde près. Et ils en ont fait le business qu'on connaît aujourd'hui. Et parce qu'ils savent combiner ça avec de la data science, du CRM, de la robotique. Ils travaillent avec aujourd'hui des robots qui vont livrer, etc. Ce sont des technologues. Et ils sont en train de réinventer non seulement la manière dont on achète, mais demain nos usages de ce fait. Hein, parce que je ne mange plus de la même manière quand je peux me faire livrer comme ça en un quart d'heure d'un aliment qui, en plus de ça, coche toutes les cases. Il est frais, il est bon, il n'est pas cher, il est local, il est traçable, mieux que n'importe quel produit alimentaire qu'on puisse trouver. Et ces technologies, elles sont soutenues par désormais non plus des banquiers, mais par des investisseurs du monde entier qui, sur les sujets de AgTech et de FoodTech que je suis, depuis que j'ai démarré cette activité, c'est 100 milliards qui ont été dépensés sur ces sujets-là, tout au long de la chaîne de valeur. La moitié sur les sujets de nouveaux types de distribution, parce que c'est très consommateur d'argent, un quart dans l'agriculture et un quart sur les nouveaux procédés, les nouveaux ingrédients. 100 milliards, c'est plus que ce que l'agroalimentaire, dans le même temps, a dépensé en innovation. Donc ça veut dire que se crée une économie parallèle de l'alimentaire avec ces nouveaux produits, ces nouveaux ingrédients, ces nouveaux procédés, ces nouveaux modes de distribution, ces conférences, ces investisseurs et ces consommateurs. Et c'est cette nouvelle économie qui est en train de faire l'avenir. Et vous voyez qu'en plus, le Covid a eu une période un petit peu de creux, et depuis, alors c'est reparti de plus belle. Cette année, les investissements en AgTech et FoodTech seront le double de ceux dernières. C'est dire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi la conséquence et comment ça va se transformer? Je me permets de vous partager 5 éléments de prédiction sur le sujet et qui sont bien entendu ouverts à la discussion parce que l'objectif est aussi de pouvoir en parler avec vous. Alors, le premier sujet qui rentre en ligne de compte et qui doit présider à tout ce que je vais vous dire après, c'est que, alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est en train de toucher du doigt qu'on risque de manquer d'alimentation. Bruno Hérault le disait tout à l'heure, je crois que c'est Bruno Hérault qui disait c'est la première fois qu'on commence à voir où que la malnutrition est en train de doubler, ou c'est toi qui disais peut-être voilà. La malnutrition est en train de doubler. On va commencer à vivre, même dans nos pays à nous, même en France, on va commencer à sentir et à toucher du doigt qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'il faut. Donc ces courbes-là qui ont été faites il y a déjà 3 ou 4 ans et qui disaient qu'il faut qu'on augmente, on multiplie par quasiment 2 la production de protéines, ça c'est la courbe qui dit voilà ce dont on a besoin. Et le rouge, c'était en 2010-2011, on projetait déjà que en poussant les curseurs de tout ce qu'on savait faire, déjà on ne pouvait pas. Donc dès 2010-2011, on savait qu'il y avait un gap. Et ce gap, il est parce que, et ben là, c'est les rendements. On voit que les rendements, ils ont explosé dans les 20 dernières années, et puis là, ils rebaissent. Ils rebaissent à cause du climat, à cause de plein d'autres choses. Donc il y a un gap à combler, et c'est ça ce qui explique pourquoi il y a autant de gens qui sont dessus, et autant de startups qui travaillent sur ce sujet-là. Et la deuxième chose, alors là par contre c'est passé un petit peu plus inaperçu, mais je pense que les agriculteurs qui sont ici le vivent déjà. Ça, c'est un graphique que j'ai trouvé au fin fond d'une étude qui a été faite par un cabinet de conseil il y a 3 ans. Je crois que c'est McKinsey qui l'a fait. Et cette carte montre, en fait, à droite, là, c'est l'intensité du changement de terroir lié au changement climatique. Et par rapport là. Et ce que ça dit quoi? C'est le seul pays qui a plus de 50% de ces terroirs qui vont muter dans les années qui viennent, c'est la France. On est un des pays qui est le plus exposé à ce que j'appelle la mutation climatique, le changement obligé des terroirs du fait de l'élévation graduelle des températures. Et pour en avoir parlé par exemple avec les gens du vignoble bordelais, eux ils s'attendent à des écarts de température, on ne parle pas de 1,5 à 2. Hein. Dans le Bordelais, on parle de 5 à 6 degrés dans les 50 ans qui viennent. Comment fait-on pousser du Bordeaux? Comment fait-on du Bordeaux avec 5 à 6 degrés de plus? C'est mort. Donc on a vraiment un double enjeu qui est, on n'est pas sûr de réussir à nourrir tout le monde,
et de produire ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Et en plus de ça, on va se prendre sur la tête des changements climatiques qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne sait pas voir ou qu'on commence tout juste à commencer à anticiper parce que la technologie nous permet maintenant tout juste de commencer à mesurer ce que ça veut dire. Sans compter, je le mets à droite, mais sans compter que en fait, ce changement de terroir, il est européen, il est même mondial, et que de ce fait, ça va aussi avoir un impact géopolitique absolument majeur. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, en tendance, ça veut dire quoi? Premièrement, arrêtons de dire que l'animal c'est mort, on en aura encore et toujours besoin, voire même plus. Et toutes les études le confirment et le montrent. D'accord ? Après, notre vision franco-française de pays développés nous limite un peu et fait que, comme les gens ont tendance à manger moins de ces produits-là, on a tendance à se dire que c'est un métier qui est mort. Non, il n'est pas mort du tout. Ceci étant, quand on regarde au niveau mondial, vous regardez bien, je veux dire, la majorité de l'équilibre alimentaire mondial, il est quand même déjà aujourd'hui lié à des alimentations et des protéines végétales. Donc, la mort de l'animal, non, pas du tout, au contraire. Alors, les besoins sur le végétal vont croître beaucoup plus que sur l'animal, mais au niveau mondial, on a besoin encore d'animal. Et avec le changement climatique, de plus en plus de pays vont avoir de plus en plus de difficultés à élever des animaux et vont avoir peut-être besoin des nôtres. Par contre, il faudra que ce végétal soit décarboné. Voilà, point. Cet animal doit être décarboné, c'est tout. On le voit en fait dans les tendances qui ont été faites ici par les Nations Unies. Il faut effectivement que l'agroalimentaire diminue de moitié en fait sa pression sur l'environnement. On voit en fait que pour cela, ça veut dire que l'animal qui est le bleu foncé, qui restera toujours positif malgré tout, dans sa chaîne complète, cet animal doit réduire de moitié son empreinte environnementale. Bon. Et ça, tout en produisant plus. Donc ça veut dire qu'il faut le réduire de plus de moitié par rapport à ce que c'est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est effectivement que ce gap, il ne pourra pas être comblé uniquement même par la croissance de l'animal et qu'il faudra donc faire de la croissance sur le végétal. Sauf que la croissance sur le végétal, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un moment ou un autre où, même si on remplace beaucoup d'animaux, même si on voulait remplacer beaucoup d'espace pour faire pousser du végétal, il y a un moment ou un autre, on n'a pas non plus la surface pour faire pousser le végétal dont on va avoir besoin. Ça ne marche pas. Et donc, on est face à une véritable équation qui est on n'a pas ce qu'il faut, à moins d'inventer des nouveaux procédés ou des nouvelles sources de protéines. C'est ça tout le rationnel qui se cache derrière ce qu'on a entendu sur les insectes ou sur l'agriculture cellulaire. C'est qu'un certain nombre des gens qui travaillent sur ces sujets-là depuis maintenant 5 à 10 ans ont anticipé ce gap et travaillent dessus déjà depuis un certain temps. Et en fait, ce changement, on voit bien pour autant l'écart et le gap qui explique ici ce qu'on appelle la croissance des protéines alternatives. Il est quand même très majoritairement encore sur du pseudo-végétal ou du végétal amélioré, sur des algues, mais tout ce qui est cellulaire, c'est ce qui est en bas, est encore extrêmement faible, même dans 10 à 15 ans. Mais c'est inéluctable. Et en fait, je dis toujours, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il s'agit juste de comprendre pourquoi et de savoir ce qu'on va en faire. Et pour les insectes, on a vu qu'on a besoin d'agriculture. Pour en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs qui font de l'agriculture cellulaire, ils auront aussi besoin de produits ou de coproduits agricoles. Donc ces protéines, en plus de ça, en fait, elles ont déjà démarré. Là, je dis en 10 ans, on aura vécu 3 révolutions de l'ingrédient. Donc cette évolution technologique dont on parlait tout à l'heure, elle arrive maintenant même dans l'agroalimentaire. Le nouveau végétal qui était les premiers justement laits d'amandes, de soja, etc. La deuxième génération qui est en train d'émerger, et là ce sont des nouveaux alternatives qui sont moins végétaux, mais il y a encore un peu de champignons dans certains cas, des ferments, des levures, et puis maintenant on voit arriver les algues et les insectes.
15 000 variétés d'algues différentes. Vous imaginez le réservoir de possibilités qu'il y a là-dedans, c'est phénoménal. On a tout juste entrevu la surface du verre d'eau. Hein. Et la troisième génération qui arrive, ou révolution qui arrive, qui est cette révolution du cellulaire ou de l'agriculture cultivée en laboratoire. Et en fait, ce qui fait que le changement de couleur va se faire et que ces nouvelles générations vont arriver, ces nouvelles générations de protéines vont arriver, c'est le prix. Et toutes les études commencent aujourd'hui à converger pour dire que la parité entre le végétal, qui est encore aujourd'hui plus cher que l'animal, devrait arriver dans les années 2025 à peu près, 2020-2025, et que la parité de l'agriculture cellulaire est planifiée, selon les études, entre 2030 et 2035. Il faut le savoir, parce que c'est ça ce qui fait l'innovation, c'est ça ce qui fait le changement. Cette parité, elle va arriver. Des gens de Volkswagen pleurent encore de ne pas avoir vu arriver la parité de la voiture électrique. Et maintenant, ils courent après. Bon. Et quand Carlos Ghosn de Renault racontait qu'il allait faire toutes ces voitures électriques, tout le monde rigolait. Mais en fait, ce sont des gens qui ont juste eu 5 à 10 ans d'avance ou anticipé ce qu'allait être le changement. Et le changement radical de l'agroalimentaire, c'est ça, la parité. Et cette parité, elle risque même peut-être d'être anticipée si, du fait des changements climatiques, l'équivalent actuel coûte plus cher, parce que on est tous d'accord dans cette salle pour dire qu'on ne paye pas l'alimentation à ce qu'elle coûte véritablement aujourd'hui. Et donc, l'alimentation telle qu'on la connaît aujourd'hui va augmenter. Elle commence déjà à augmenter dans beaucoup de secteurs, et donc ça va arriver très très vite. La troisième prédiction, c'est que tout ce qu'on s'est dit là, et j'ai entendu tout à l'heure opportunité ou contrainte, le propre des entrepreneurs, c'est de prendre une contrainte et de la tourner en opportunité. Et bien, l'opportunité pour l'agriculture, elle est la plus phénoménale que de tous les secteurs que je connaisse. Parce que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, sur les injonctions, sur l'agroalimentaire qui va avoir besoin de la neutralité, etc., elle va venir d'où la neutralité? Elle ne peut venir que de l'agriculture. Et donc l'agriculture se retrouve aujourd'hui avec un double défi qui est de devoir inventer des ingrédients encore plus contributeurs, et surtout vous allez tous devenir des producteurs de services environnementaux. L'agriculture est en train de se réinventer, ou les agriculteurs sont en train de créer des nouveaux métiers, producteurs de services environnementaux. J'ai lu dans un article l'autre jour le terme de carboniculteur, je trouve ça génial. Mais Nestlé l'a écrit dans ses rapports et dans ses engagements, AB InBev encore la semaine dernière, vous regarderez bien, 70% de la réduction de l'empreinte environnementale de Nestlé viendra de ses ingrédients et donc de ses fournisseurs. Et donc, on commence à voir arriver, et j'ai la chance d'accompagner une coopérative avec laquelle on a lancé les premiers pilotes sur le carbone il y a déjà 2 ans. Et je peux vous dire que leur famille nous regardait comme ça en disant on va se mettre à vendre des crédits carbone, et puis quoi encore, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Aujourd'hui, avec en plus de ça la tonne de carbone qui est passée de 30 à 80 $ en 1 an, ils sont absolument ravis. Et ils commencent à toucher du doigt ce que ça veut dire. Et ça restaure aussi la valeur et l'importance de l'agriculture. Alors, je veux le détailler parce que quand on dit ingrédients et services, c'est pas un service, c'est pas que des crédits carbone, c'est une variété de services exceptionnels. Donc il y a un univers des possibles pour l'agriculture qui est absolument phénoménal. Et ça, ce que j'ai écrit là, je dis, il n'y a que les agriculteurs qui peuvent le faire, personne d'autre. Aucun de ceux qui sont dans le reste de la chaîne de valeur et qui jusqu'à maintenant mangent sur son dos. Hein. C'est pas pour rien que Bayer, Syngenta, etc. courent comme des rats crevés à essayer de trouver des programmes carbone et à essayer d'implanter ça dans les systèmes parce que ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 10 ans.
On parlait tout à l'heure d'insectes, mais ça veut dire que des agriculteurs ont... Pourquoi est-ce que la France est en train de devenir le leader mondial des insectes? Vous avez entendu parler, on a entendu parler de Nasecomo, mais il y a aussi Insect, InnovaFeed, Agronutris. On a les 3 leaders mondiaux, et avec Nasecomo qui est pseudo-français aussi, on a les 4 leaders mondiaux des insectes. Et pourquoi? Biomasse. Insecte Antoine Hubert, que je connais bien, il m'a dit, moi j'ai choisi l'emplacement de mon usine et j'ai négocié l'emplacement de mon usine en fonction de ce que je pouvais récupérer de feed. 300 000 tonnes la première année. Il va monter à 800 000 tonnes dans l'année pleine. C'est monstrueux. Et le feed, il faut le trouver et il doit être local. Et donc je mets mon usine à Amiens. Et donc, voilà, ça c'est un exemple de ce que peut... Et en fait, des exemples comme cela, ils vont être de plus en plus nombreux. Et donc, pour l'agriculture, c'est phénoménal. Parce que, effectivement, il va y avoir des opportunités à ne plus savoir qu'en faire. C'en est même difficile parfois d'arriver à savoir laquelle choisir ou quel standard. Ça, c'est plutôt la difficulté après derrière qui va être de choisir la bonne techno ou le bon standard ou d'aller sur le bon cheval. Et donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture ne peut que recréer et recapter de la valeur dans les années qui viennent. Et tous les institutionnels vont vous aider à ça, et indirectement, sans le savoir ou sans en avoir vraiment maîtrisé, parce que ça sortait des équipes de RSE et pas forcément de la direction générale, mais tout l'agroalimentaire est en train de préparer le terrain pour que demain, les agriculteurs soient en position de force pour les renégocier les conditions et surtout les services environnementaux qu'ils vont vendre au reste. Sans compter que ça passe aussi par une transition agroécologique. Cette transition agroécologique, alors ça concerne peut-être un peu moins l'élevage, mais en tout cas pour avoir travaillé dessus sur les grandes cultures, je peux vous dire que les agrochimistes, ils pleurent parce qu'on va utiliser beaucoup moins d'intrants dans les années qui viennent. Et ça, c'est vraiment de l'économie pure. Et les economics de l'agroécologie dans les grandes cultures, c'est moins cher, un peu moins de rendement et beaucoup plus de renta. Et moins cher parce que moins de seed, moins d'intrants, moins de traders, et puis si on fait plus de local, il y aura moins de traders. Donc, il y a un vrai sujet qui est que l'agriculture peut reprendre la main sur son destin à ce moment vraiment particulier de l'histoire qu'on est en train de vivre et qui est un moment fabuleux. Je vous le mets là parce que c'est ce qui fait le lien avec ce que je vous ai dit avant. En haut, vous avez donc mes tendances et en bas, vous avez comment ça se traduit comme bénéfice pour les agriculteurs. Il n'y a plus pour vous qu'à cocher les cases. Parce qu'effectivement, et en plus de ça, sur ces sujets-là, il y a encore des choses à inventer. Il y a encore des choses à inventer. Le Varenne de l'eau a lieu actuellement. Le Varenne de l'eau fait qu'actuellement, on est en train d'imaginer ce que seront les services de gestion de l'eau qui vont être demandés ou que l'agriculture va être amenée à gérer parce qu'il n'y a que les agriculteurs qui pourront le faire. Bien sûr, vous aurez tous les slides. Hein. C'est le but. Le dernier point que je veux mentionner, c'est qu'on est en train de vivre une révolution technologique absolument phénoménale. Ce slide que j'ai fait quand j'ai démarré mon activité il y a 5 ans n'a pas changé depuis. C'est tous les sujets de révolution technologique qui sont en train d'impacter la chaîne de valeur et qui vont faire que, justement, en 2035, l'alimentaire n'aura plus rien à voir. Là, c'est peut-être un peu moins pour les agriculteurs, c'est un peu plus pour les gens de l'agroalimentaire, mais il faut suivre tous ces sujets-là pour comprendre comment chacun de ces sujets va effectivement transformer la proposition de valeur et changer les usages et les habitudes. C'est sûr que quand aujourd'hui la moitié des Parisiens se font livrer en 15 minutes, ça change radicalement ce qu'ils achètent et la manière dont ils achètent les choses et donc les produits qu'il y a dedans. Et je peux vous dire que pour travailler avec tous les gens de l'agroalimentaire qui veulent travailler avec eux, ils sont comme des poules devant un couteau parce qu'un Label Vie ou un Uber Eats, il ne veut pas des yaourts par 4. Non. Ça ne se livre pas un yaourt par 4. Et puis une frite surgelée, ça ne se livre pas non plus. Donc il faut réinventer même la manière et la forme des food forms et la manière dont les produits sont livrés. Si je ne prends que cet exemple-là, mais je pourrais vous en prendre des centaines. Et pour l'agriculture, le même focus mais appliqué à l'agriculture, ça c'est un slide qu'on a fait aussi en s'inspirant avec tous nos collègues des autres pays de ce que sont tous les sujets de transition technologique dans l'agriculture.
c'est une malle au trésor. Et derrière ça, il y a des centaines de startups avec des choses mais absolument phénoménales. L'enjeu, ça peut paraître même trop, je dirais que c'est nécessaire et c'est un peu une des difficultés maintenant pour le monde professionnel qui est de choisir les bons sujets, ce qui explique aussi mon métier d'ailleurs, puisque je suis un peu en intermédiaire entre tout ça. Et derrière la techno, le plus important, c'est que la techno est une chose, mais la techno va servir à produire des données et ça c'est majeur. La donnée va transformer le monde. Si Uber Eats sait avoir la préférence de tant de millions d'utilisateurs, c'est qu'il maîtrise la donnée, et derrière la donnée, ça veut dire qu'il maîtrise qui veut quoi, quand, où, à quelle heure. Il est capable de dire dans tel quartier, je vais avoir besoin de tel type de cuisine et en telle quantité, et il en est même aujourd'hui à sponsoriser des gens pour monter des cuisines pour pouvoir effectivement s'assurer qu'il a bien tout ce qu'il faut pour tel ou tel quartier dans Paris. Même chose pour tous les secteurs de l'agriculture. Et pour toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire va être totalement transformée par les données. Je dis aux gens de l'agroalimentaire aujourd'hui que dans le prix de revient de leurs produits, il faut qu'ils inscrivent aujourd'hui un coût de production et de gestion de la donnée qui est absolument essentiel. Et ce n'est pas que la donnée pour Yuka, hein. C'est aussi la donnée pour maîtriser tous mes procédés, mes processus, savoir répondre, savoir anticiper, savoir économiser, savoir recycler. Et ça, c'est absolument essentiel. Et savoir aussi, pour un agriculteur, prouver que le crédit carbone qu'il va produire est meilleur que celui du bulgare ou du japonais. Donc vous voyez que l'avenir est absolument fabuleux pour votre secteur. On est vraiment en train de vivre un moment exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire après, de manière un peu tangible? C'est mon dernier slide, mais déjà la première chose que je veux vous dire, c'est que, en tout cas, l'avenir sera meilleur. Parce que l'humain a une capacité et un besoin de survie tel qu'il fera tout pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ça va demander beaucoup de savoir. Et donc, il y a un enjeu de talent majeur. Et quand je mets savoir et faire, c'est qu'il faut des talents, mais il va aussi falloir beaucoup expérimenter. Il va falloir accepter de prendre beaucoup de risques et de tester beaucoup de choses pour arriver à trouver le bon système. C'est, comme on l'a vu, et je pense que je n'ai pas besoin de le redire, ingrédients et services. C'est agricole, parce qu'on va quand même parler encore et toujours de naturalité et de ce que je fais pour maximiser tout ce que la nature nous a donné et le transformer pour le meilleur, hein, et bien sûr de technologique, de naturel mais aussi de biotechnologique. Je ne l'ai pas beaucoup évoqué là, mais tous les sujets, toute l'innovation autour des biotechnologies, de la génétique, etc. va radicalement aussi nourrir la capacité et les moyens dont vont avoir besoin les acteurs du monde agricole et agroalimentaire pour ça. Et puis le dernier, qui est pour moi le plus important, entrepreneurial et collaboratif. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je vous ai raconté là, à chaque fois, ça a été et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur scène aussi, c'est à chaque fois, ce sont des initiatives. Et pour moi, il n'y a pas plus entrepreneurial que l'agriculteur. Les agriculteurs, c'est 80% des entités économiques de toute la chaîne de valeur agro et agri en Europe. La seule chose, c'est qu'ils font que 25% de la création de valeur, les pauvres. Et donc, il y a un vrai sujet les agriculteurs, plus que les autres, sont vraiment entrepreneurs. Donc, il y a un vrai sujet de reprendre la main sur son destin voilà. Pour ça, il faut effectivement pouvoir être accompagné ou pouvoir comprendre ce qui arrive. Et c'est un peu l'enjeu de ma présentation, de dire voilà ce qui arrive, voilà comment ça arrive, et voilà ce que vous allez pouvoir puiser pour pouvoir en fait transformer votre activité. Mais le dernier point, et c'est celui sur lequel je restais, c'est collaboratif. Il n'y a pas plus siloté que cette chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Chacun travaille pour lui. Chacun travaille dans son coin. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on transformera l'agroalimentaire. Tous les exemples qu'on a vus encore tout à l'heure, là, c'est effectivement
des acteurs qui ont brisé les silos entre tous les acteurs de la chaîne et qui ont fait que justement, collectivement, l'innovation, la réussite de demain, elle est systémique. Parce que ce n'est pas en changeant juste un petit élément de l'équation ou une donnée de l'équation qu'on va résoudre le problème. Et en fait, ceux qui vont réussir sont ceux qui vont savoir le faire de manière systémique et en meute. Et donc il y a un vrai sujet, et j'ai beaucoup entendu toute la journée parler de local, et je trouve que c'est génial parce qu'effectivement, on sent bien que parce que les gens sont en proximité les uns avec les autres, ils acceptent ou ils osent prendre des risques ensemble. Ils osent se lancer dans des expérimentations ensemble. Voilà. Et bien, plus que jamais, ça va être absolument nécessaire et prioritaire. Et ce que chacun va gagner à la fin va dépendre effectivement de la capacité d'entraînement de l'ensemble. Le résultat collectif est un peu comme une équipe de rugby aujourd'hui. Oui, parfois il y a un ou deux qui mènent, mais à la fin, c'est quand même le travail de toute une équipe. Et cette transition de l'agroalimentaire, elle va dépendre de effectivement cette capacité de collaboration et donc de désiloter cette chaîne de valeur. Voilà, j'espère que je vous ai inspiré, j'espère que je vous ai donné envie. Moi, j'avoue que c'est un milieu que je découvre chaque jour et avec chaque fois plus d'admiration et en même temps d'inspiration parce que je trouve que c'est tellement exceptionnel. On reste quand même là. Moi, j'ai l'impression, en aidant les entrepreneurs qui travaillent j'ai vraiment l'impression de vraiment transformer le monde pour ce qu'il y a de meilleur. Et j'espère que vous en avez envie aussi et que, en tout cas, ce que je vous ai montré vous inspirera de vous dire, ouais, on est au bon endroit, au bon moment. Et on va s'éclater dans les années qui viennent. Voilà. Merci.